L'assassinat de Julien Lahaut, l'une des plus anciennes énigmes judiciaires belges. Tout se cristallise le 11 août 1950. Le prince Baudouin prêta devant les chambres belges le serment constitutionnel qui fit de lui le potentiel 5e roi des Belges. Son intronisation, un an plus tard, mit un terme à la question royale qui, depuis 1945, avait gravement secoué le pays. La prestation de serment de Baudouin avait été perturbée par un cri. Le cri d'un parlementaire qui avait scandé « Vive la République !» Le cri était venu du rang des 7 représentants communistes. Le chef de groupe communiste, Julien Lahaut, passa sans doute à tort pour celui qui avait poussé le cri séditieux. Une semaine plus tard, c'est-à-dire le 18 août 1950, Lahaut se trouvait chez lui, à Seraing, avec son épouse, lorsque vers 21h15, 2 inconnus, âgés d'une trentaine d'années, sonnèrent à la porte. Mis en présence de l'épouse, ils demandèrent à voir Lahaut, de la part d'Hendrix. Lorsque Lahaut se présenta sur le pas de la porte, l'un des 2 hommes fit feu avec une arme de poing de type Colt 45. Puis, les tueurs prirent la fuite en direction d'une voiture de marque Vanguard, grise ou verte, qui se trouvait stationnée à proximité. Le véhicule à bord duquel se trouvait un 3e homme démarra en trombe. Atteint à la tête et à la poitrine, Julien Lahaut succomba à ses blessures dans le vestibule même de sa propre maison. Qui était Julien Lahaut? Né à Seraing en 1884, Lahaut avait travaillé dès l'âge de 14 ans dans la sidérurgie et l'industrie verrière. Très vite, il avait versé dans le syndicalisme. Incorporé pendant la Première Guerre mondiale, il connut son premier contact avec la Russie en 1917, faisant partie d'un groupe de militaires belges envoyés sur place pour fournir du matériel aux armées du Tsar. En 1921, Lahaut se sépara des socialistes, coupable, selon lui, de collaboration de classe. 2 ans plus tard, il adhéra au Parti communiste. En 1932, il fut élu au Parlement, le Parti communiste ayant récolté 19,5% des suffrages. Là, très vite, il fut remarqué comme l'un des tribuns hors normes et un entraîneur de foule exceptionnel. En 1940, survint l'invasion de la Belgique par l'Allemagne nazie. Jusqu'en 1941, Lahaut resta fidèle à la politique de Moscou, allié du Reich, au travers du pacte de non-agression germano-soviétique de 1939. Lahaut usa son influence pour empêcher les grèves, ce dont l'occupant allemand profita économiquement. Il vanta aussi le pacifisme soviétique et ne remit nullement en question l'occupation nazie. De fait, le comportement des communistes belges en 1940 s'apparenta à une véritable collaboration et dépassa de loin les agissements de Léopold III, dont ces mêmes communistes exigeront la destitution 4 ans plus tard. L'invasion de l'URSS, le 22 juin 1941, par les armées allemandes, vaudra à Lahaut une arrestation et une déportation dans les camps nazis, dont il ne reviendra qu'en 1944. Après la guerre, le comportement équivoque de Lahaut lui valut la méfiance de la nouvelle génération. Aussi, on lui attribua un poste de président d'honneur qui, malgré les qualités de tribun de Lahaut, sonnait comme une forme de mise au placard. Survenu aussi, dans un contexte de guerre froide au lendemain du déclenchement de la guerre de Corée, l'assassinat de Julien Lahaut provoqua une vive émotion en Belgique. L'état-major de la gendarmerie et les services du ministère de l'Intérieur furent mis directement en branle. La gendarmerie ordonna la mise sous surveillance des résidences de plusieurs membres du gouvernement.
tous les services de police furent mis en état d'alerte. Malgré des débuts tonitruants, l'enquête s'enlisa très vite et 3 juges d'instruction se succèdent pour mener celle-ci. L'enquête envisagea dans un premier temps une culpabilité communiste. En effet, Lao aurait été sacrifié par les siens pour compromettre l'œuvre de réconciliation entreprise autour de la personne du prince royal. L'avenir ne confirma absolument pas cette thèse. Puis survint l'hypothèse que Lao avait été la victime d'une vengeance en représailles du cri républicain lancé lors de la prestation de serment du prince Baudouin. L'enquête s'orienta vers divers groupements flirtant avec l'extrême droite belge. Jeunesse nationale royaliste, Ligue Léopold III, Bloc anticommuniste. Une série de perquisitions n'amena jamais rien de concret. En 1961, on pensa avoir retrouvé l'arme du crime et identifié des coupables qui gravitaient dans l'environnement du mouvement national royaliste. La piste, de nouveau, s'avéra fausse. On enquêta ensuite dans les rangs du Front national belge, de l'Indépendance, un groupement anticommuniste. Son leader, Émile Delcourt, s'accusa lui-même du meurtre avant de se rétracter et d'accuser 2 Corses et un ancien SS belge, Roger de Bout. Delcourt et de Bout furent présentés à la veuve de Julien Lao, qui ne les reconnut pas. Alors que les faits étaient prescrits depuis longtemps, 2 historiens belges, Rudi van Dorselaer et Étienne Verhoeyen, réussirent là où la justice avait échoué. En effet, Verhoeyen s'entretint avec des membres de la famille du tireur, lequel était décédé en 1977. Selon les proches du tueur, les 3 membres du commando appartenaient à un groupement nationaliste, catholique et anticommuniste issu de la résistance. Dans un ouvrage paru en 1985, les auteurs ne nommèrent pas le tireur, mais le désignèrent sous un pseudonyme, Adolphe. Il apparut dès lors que depuis le début de l'enquête, Adolphe était connu du magistrat en charge du dossier. Il était par ailleurs propriétaire d'une voiture Vanguard, c'est-à-dire de la même marque, et de teinte grise, c'est-à-dire d'une couleur semblable à celle qui avait quitté les lieux en trombe le jour de l'assassinat. L'enquête ne s'intéressa jamais véritablement à lui. Par négligence selon certains, du fait de protection selon d'autres. Prescrit en 1970, le crime fit l'objet d'un non-lieu rendu par le parquet de Liège en décembre 1972. En 2002, le nom du tueur fut rendu public grâce au travail de l'avocat courtraisien Vincent van Quickenborne, qui s'était replongé dans les dossiers de l'époque. Un ancien agent des services secrets, André Moyen, confirma, ainsi que l'historien Van Dorselaer, que dans les années 80, il avait bien rencontré la famille du tireur. L'individu était un nommé François Goossens, un flamand francophone, issu de la résistance et réputé pour être incontrôlable. Si les autres membres du commando étaient issus de l'extrême droite léopoldiste, Goossens était plutôt d'inspiration chrétienne. Goossens est les 2 fils d'un bourgmestre d'une agglomération de la région bruxelloise, les dénommés De Villiers, se trouvait au Parlement lorsque le cri « Vive la République » prêté à Lao fut prononcé.
Tous trois auraient décidé de porter un coup au Parti communiste en la personne de Julien Lahaut. Accompagnés d'un certain Verbruggen, ils se rendirent à l'ancien domicile du dignitaire communiste, mais ce dernier avait déménagé. L'occupant de l'immeuble leur indiqua la nouvelle adresse. Malgré ces découvertes récentes, qui étrangement étaient à la portée de la justice de l'époque, l'affaire n'est pas véritablement close en Belgique. En 2000 puis en 2005, les communistes belges réclamèrent la création d'une commission d'enquête. Le souvenir du drame reste présent en Belgique, où les crimes politiques demeurent rares. Pour en rencontrer un second exemple, il faudra attendre l'assassinat d'André Coles en 1991, soit 41 ans plus tard. La statue de Julien Lahaut, élevée au cimetière de Seraing, dans un style communiste, reste un lieu de rassemblement pour les désormais rares communistes de Belgique. Lors des dates anniversaires, ils sont aujourd'hui une petite 300 assis rassemblés. En 2011, un centre d'études et de documentation spécialisé, le CEGES, reprit l'enquête et confirma l'identité des exécutants, lesquels étaient membres d'un réseau chargé d'anticiper une éventuelle invasion soviétique. L'existence de ce réseau anticommuniste, proche de l'extrême droite, fut révélée à certains ministres quelques semaines à peine après l'assassinat de Julien Lahaut. Restait à découvrir les éventuels commanditaires. À cette fin, le gouvernement belge débloqua 160 000 € pour permettre la poursuite des recherches. D'autres questions demeuraient en suspens. Pourquoi l'enquête judiciaire n'a-t-elle pas abouti, alors que le nom de François Goossens était connu depuis 1950 et que ce dernier se vantait d'avoir fait le coup? Comment expliquer la disparition du dossier judiciaire? Tout ce que l'on possède aujourd'hui est une copie appartenant à l'avocat de la famille Lahaut, retrouvée dans les archives du Parti communiste. Quelles furent les éventuelles implications extérieures? En octobre 1950, un officier des renseignements militaires US s'inquiétait auprès de l'ambassadeur en place à Bruxelles d'un éventuel retour sur le trône de Léopold III à la place de son fils. En 2015, à la demande de l'État belge, le CEGES fit part de ces nouvelles découvertes. Les historiens nommèrent le précité André Moyen comme étant un rouage essentiel de l'opération. Né en 1914, décédé en 2008, André Moyen fit partie des services secrets militaires entre 1935 et 1965. Farouchement anticommuniste, il était proche des milieux financiers et des services de police. Loin d'être le fait de léopoldistes exaltés, l'exécution de Lahaut aurait été une opération de type militaire discutée dès 1948. Soutenu par la haute finance, par des élus politiques, des policiers et la sûreté de l'État, André Moyen aurait été le cerveau de l'opération qui n'aurait pas eu comme contexte la simple question royale, mais bien la plus vaste guerre froide. Quelques mois avant l'attentat, les hostilités s'étaient déclenchées en Corée. Dans un contexte possible de Troisième Guerre mondiale, l'exécution de Lahaut, perçue comme un traître, paraissait une nécessité militaire. Les dernières recherches effectuées permirent de retrouver la trace dans les archives de la police et de la sûreté de l'État de pièces qui ne parvinrent jamais au juge d'instruction, à tel point que les chercheurs s'interrogèrent sur une collusion entre les services officiels de ce réseau. Les dernières recherches effectuées permirent de
retrouver la trace dans les archives de la police et de la sûreté de l'État de pièces qui ne parvinrent jamais au juge d'instruction, à tel point que les chercheurs s'interrogèrent sur une collusion entre les services officiels et ce réseau privé. Le réseau était par ailleurs financé par de grandes entreprises, Société Générale, Union Minière, Brufina, etc., qui s'inquiétaient des répercussions économiques de la guerre froide et des mouvements sociaux fomentés par Julien Lahaut. Enfin, et en conclusion, il semble que le meurtre de Julien Lahaut fut une affaire interne à la Belgique. Aucune implication des États-Unis, comme commanditaire éventuel, ne fut jamais démontrée.